Et donc c'est Sophie Launay de l'INRAE qui va nous parler de génétique. Voilà, en fait, ça va être une présentation à deux voix. Donc, moi, je suis Sophie Launay, je travaille à l'INRAE, à une unité qui s'appelle maintenant Décode à Rennes. Et je vais présenter avec mon collègue Jamie Stevens de l'Université d'Exeter, puisque nous avons collaboré ensemble sur l'utilisation d'outils génétiques pour comprendre un peu mieux le fonctionnement des populations de truites de mer en Manche. Alors, la problématique, on l'a déjà expliquée 36 fois. Nous, on s'intéresse ici à la truite de mer, qui est une forme facultative du cycle de vie de la truite, mais qui a, la partie truite de mer a une importance écologique, sociétale, enfin c'est un poisson iconique. Mais la phase, on connaît maintenant pas mal de choses sur le cycle de vie en rivière, mais on sait assez peu de choses sur la phase marine, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Et l'observation directe, elle est assez difficile. Alors Céline nous a montré des exemples de ce qu'on pouvait faire avec des suivis individuels et on a beaucoup d'informations passionnantes avec ça. Malheureusement, c'est forcément limité en termes d'individus. Bon, 835, ça commence à être déjà pas mal. Et en particulier, ça ne nous permet pas de suivre le niveau population. Ce qu'on connaît de l'utilisation du milieu, c'est principalement, on suppose que les truites en mer utilisent principalement les estuaires et les milieux côtiers, mais peuvent aussi effectuer des migrations à plus longue distance. Alors le milieu marin, c'est un milieu qui est très hétérogène. Là, je vous ai montré l'exemple en bas des fonds marins, les substrats des fonds marins. Donc ça va des milieux vaseux sableux qui sont peut-être plus favorables pour l'alimentation à des zones de rochers, gros cailloux. Alors on se pose la question, est-ce que ce type d'hétérogénéité, est-ce qu'il y a des barrières au mouvement, au contraire des corridors? Est-ce qu'il y a des zones préférentielles pour le déplacement ou l'alimentation? Le milieu marin, c'est aussi un milieu changeant avec le changement climatique, l'anthropisation, et donc un milieu un peu complexe. Alors les questions qu'on se pose, c'est comment les truites utilisent-elles le milieu marin pour se déplacer ou s'alimenter? Quels sont les paramètres environnementaux qui facilitent ou empêchent les mouvements des truites dans le milieu marin? Et est-ce qu'on peut identifier des zones de la Manche ou des zones de transition et côtières qui sont importantes pour le cycle de vie de la truite? Et ça, c'est des informations cruciales pour instruire les politiques de gestion environnementale et de développement économique. Et la démarche qu'on a choisie pour essayer d'atteindre le niveau population, c'est l'outil génétique. Alors, l'outil génétique, le principe, chaque poisson, comme chaque individu, comme chacun de nous, possède son propre profil génétique qu'il a hérité de ses parents et plus largement de toute son ascendance. Et si on prend plusieurs individus ensemble, on peut considérer qu'il s'agit d'une population qui a un ensemble d'individus qui partagent une unité de reproduction, donc une unité spatiale, une unité temporelle, et donc qui partagent aussi une partie de leur génétique. Ici, je vous montre un exemple de 3 rivières, rivières A, B et C, et avec chaque individu et son profil génétique. On voit qu'entre la rivière A et la rivière B, il y a des profils génétiques en commun, donc la distance génétique entre ces deux populations est faible, alors qu'entre la rivière AB et la rivière C, cette distance génétique va être beaucoup plus forte puisque les poissons ne sont pas du tout semblables génétiquement. Et on considère que la dispersion des individus reproducteurs entre rivières, qui entraîne du flux de gènes, est d'autant plus important que la distance génétique est faible. Donc sur cette base, sur ces principes, on a décidé d'utiliser cet outil dans le cadre de SAMarche pour construire une base de données génétiques des rivières de la Manche produisant des truites de mer, ce qui n'a jusqu'ici jamais été fait sur l'ensemble des 2 côtes en même temps. On a chacun fait des choses dans notre coin, mais jamais en collaboration. Et analyser cette base de données pour apporter des informations sur les mouvements des truites en mer. Donc le principe, c'est qu'on a échantillonné, fait un échantillonnage non létal, donc en général un fragment de nageoire ou des écailles, sur 20 à 30 poissons juvéniles pour autant de rivières qu'on a pu, qui sont susceptibles de produire des truites de mer. On a échantillonné ces individus dans les zones aval des rivières, dans la partie en aval des premiers obstacles pour choisir au moins des individus qui étaient possiblement issus d'une reproduction de truites de mer. Et ces poissons ont été génotypés, donc on a déterminé leur empreinte génétique pour 200 marqueurs, qui sont des marqueurs... C'est là.
ce qu'on appelle SNP, Single Nucleotide Polymorphism, c'est-à-dire des variations d'un seul nucléotide dans toute la séquence de l'ADN. Et les analyses qui ont été faites, donc c'est des analyses sur globalement la structure génétique qui permet de quantifier les échanges entre les rivières. Avec cette base de données, on peut attribuer aux truites de mer adultes prises en mer leur rivière d'origine, ce qui permet d'estimer la distance potentiellement parcourue par ces truites de mer adultes. Et également, on peut corréler les informations sur les distances génétiques entre rivières avec des informations sur des paramètres environnementaux du milieu marin, ce qu'on appelle la génétique du paysage. Et on espère mettre en évidence des paramètres qui influent sur les déplacements de la truite en mer. Je vais maintenant passer la parole à Jamie qui va vous présenter les résultats. Ce sont malheureusement encore des résultats préliminaires puisque les analyses sont toujours en cours, mais nous avons déjà, je pense, des résultats intéressants à vous présenter. Bonjour à tous. Merci de Sophie pour avoir donné la première partie de notre exposé. Mais malheureusement, mon français c'est un peu rouillé, donc je crois que c'est mieux pour longtemps si je continuais en anglais. OK. Ce que vous voyez là, c'est une carte de tous les sites de la base de données génétique. Ce sont des sites où de jeunes truites où des jeunes truites où on a pu prélever leur empreinte génétique et nous avons focalisé sur les rivières où se trouvent beaucoup de truites de mer. La raison de mettre en forme cette base de données génétique, c'est de comprendre les mouvements des truites de mer en mer. Et c'est très intéressant de comprendre la diversité des poissons dans le nord de la France et le sud de l'Angleterre. Mais en fin de compte, ce qui nous sert le plus, c'est de pouvoir repérer les liens entre les truites de mer et leur population de naissance. Alors, la construction de cette base de données génétique et comment l'utiliser pour faire le lien entre les poissons et leurs rivières d'origine, et beaucoup des travaux que vous verrez, c'est beaucoup de temps passé dans le laboratoire par Dr. Andrew King, qui est quelque part là dans le public et il nous tend la main, il est là. On continue. Voici donc une base de données génétique et nous avons lutté avec cette terminologie. Nous appelons ça, nous prenons des jeunes poissons, nous prenons un échantillon de nageoire ou une écaille, et Andy qui sourit ici, je crois qu'il n'a souri que 3 fois pendant les 5 années du projet. C'est pour lui un jour majeur aujourd'hui. Nous utilisons ces planches un peu ennuyeuses d'aspect, mais ça permet de compiler des données de manière rapide. Ces échantillons que Sophie vient de décrire nous servent à construire ce genre de schéma. Et cela nous permet de reconnaître ces différents groupes que nous appelons des régions de rapport. Et le terme que nous avons utilisé, groupe génétique de référence, c'est le terme sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Et c'est peut-être cela le plus difficile. Je ne sais pas comment les traducteurs se débrouillent. Nous avons eu du mal. J'espère que les interprètes y arrivent. Ce que nous disons, c'est reporting region. Reporting region ne passe pas suffisamment d'informations. Donc, ce sont des groupes génétiques de référence. J'essaye de l'expliquer en français. Un groupe génétique de référence, un reporting region, d'une seule rivière, où ça peut être plusieurs populations qui sont identiques génétiquement de quelques rivières. Normalement, ils sont des rivières qui sont proches à chacun.
Okay, et on utilise ça pour faire l'assignation des truites de mer à la base de données. Okay. Okay. C'est une version agrandie de ce que je viens de dire. Si vous êtes intéressé, que nous pouvons prendre du temps, nous y repérons nos rivières préférées. Voici un groupe avec quelques rivières françaises, l'Aune, la Vire, la Somme, Tuc, la Seine, la Sienne, le Couesnon, Sélune. Nous voyons toutes ces différentes rivières dans les différents pays. La Frôme, dont Céline vient de nous parler. Nous voyons ces groupes de pays qui sont définis génétiquement, mais qui correspondent à la géographie. Et ça, c'est le moyen d'utiliser. Nous pouvons faire le lien, nous pouvons assigner à ces groupes qui ont des liens, une logique régionale. Et lorsque nous prenons la cartographie d'origine et que nous la plaçons avec ces différents groupes de génétique de référence, par exemple celui du sud-ouest de l'Angleterre, la Cornouaille et le Devon. Voici un groupe pour la Bretagne, la Basse-Normandie, East Anglia, Pays de Galles, le nord du Devon. C'est un peu plus difficile de distinguer les poissons des deux côtés du Bristol Channel, le chenal de Bristol. Nous pouvons assigner un poisson que nous avons capturé ici et nous pouvons repérer sa région d'origine, ces groupes génétiques de référence. C'est difficile de capturer les truites de mer. Nous avons investi beaucoup d'efforts pour le faire et c'est surtout Dylan Roberts et le reste de l'équipe qui nous ont permis de le faire. Ils l'ont fait ou l'ont organisé. Chacun de ces poissons vaut probablement son poids en or. En tout cas, l'échantillon de nageoire que nous prélevons vaut son pesant d'or. Si nous prenons un poisson en mer avec une campagne de recherche spécifique pour le faire, et vous les voyez en train de poser les filets, probablement en Cornouaille. C'est un des bateaux des autorités de veille de la pisciculture et des poissons. Nous avons différents poissons, dont des saumons, et c'est très précieux pour nous aider à comprendre comment les poissons se déplacent dans leur environnement marin. Beaucoup de textes, pardonnez-moi, mais c'est un résumé de tout ce que nous avons fait. 8 sites d'échantillonnage, 3 sites estuariens, nord du Devon, Tamar, dont Céline nous a parlé, Sussex Ouse, dans l'est de l'Angleterre, 5 sites le long de la côte anglaise au sud et quelques poissons que nous avons pu obtenir de la part des pêcheurs aux Pays-Bas. Nous avons des truites françaises aussi, prélevées dans des rivières françaises. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir des truites de mer capturées en mer, peut-être en parler français, peut-être une truite de mer récupérée de cette manière-là. Si vous en avez, merci de nous contacter pour que nous puissions les analyser. Ensuite, nous pouvons les assigner à notre base génétique dont nous avons parlé. Et voici le moment où je déclare victoire. Voilà nos sites. Nous savons maintenant, nous procédons de la même manière, mais cette fois-ci avec notre échantillon de nageoires, de truites de mer, et nous procédons de la même manière, génotypage, mais nous
l'assignant à l'aise de notre base de données génétique. Nous l'avons construit sur nos poissons résidents, les génotypes de nos poissons résidents, et à présent, nous assignons nos truites de mer. Nous voici à nouveau, ce sont là les groupes, les différents groupes, et c'est ce que nous obtenons. Ce sont des poissons capturés dans des filets en estuaire, parce que ce sont des filets en estuaire. Ce sont des poissons qui certainement remontent ou quittent leur rivière de naissance, et sans surprise, la plupart des poissons de cette zone Torotorridge, nous les retrouvons assignés, reliés au site de reproduction du chenal de Bristol. De même pour le Sussex Ooze, qui se retrouve dans le sud-est. Tamar, les poissons de l'estuaire sont liés au sud-ouest. C'est intéressant, mais en même temps pas si intéressant. Je pense que c'est ici que ça devient un peu plus intéressant. Voilà les poissons de la côte des Pays-Bas assignés au nord de l'Angleterre. Nous repérons une assignation vers la Normandie, Haute-Normandie, et avec des liens avec les populations danoises. De même, dans East Anglia, nous voyons des poissons qui descendent la côte est vers la mer du Nord et se retrouvent capturés ici. Et des poissons de Hampshire Basin, du bassin de Hampshire, ce sont des poissons qui remontent par là jusqu'à la zone sud de la mer du Nord. Whitsun Bay, ce sont des poissons beaucoup de poissons, y compris provenant de Basse-Normandie. La Rye Harbour, Hampshire Basin sont les poissons prédominants dans les filets capturés ici en mer. Cette zone où les poissons sont capturés en mer, la plupart viennent d'ici. Et donc progresse le long de la côte. De même, Kimmeridge, ici, nous voyons Hampshire Basin. Oui, c'est ça, c'est attendu. Mais même ici, nous retrouvons des poissons du nord-est de l'Angleterre qui descendent et repartent dans cette direction, et des poissons qui remontent du sud-ouest. Et quelques diapos encore de ma part. Si nous regardons cela sous forme cartographique, en East Anglia, les filets dérivants ont capturé 38 poissons, 35 sont assignés à l'Angleterre nord-est, 2 du sud et un Devon Cornwall, et certains, nous ne savons pas d'où ils sont issus. Et nous voyons, à Kimmeridge, nous voyons des poissons qui proviennent de partout. C'est une représentation graphique de ceux dont je viens de vous parler, des poissons du nord-est, le Pays de Galles, le chenal de Bristol, Normandie, provenant du sud-est de l'Angleterre. Et à nouveau, avec ces poissons, on voit ces poissons dans le Sussex Ooze. Le sud de la Cornouaille, nous voyons 53 poissons capturés en mer, dont 2 de Basse-Normandie, la plupart tirés des filets et un non assigné. La signature génétique de cette truite de mer n'est pas dans cette truite dans notre base de données. Donc, elle vient peut-être de plus loin que nous avons pu échantillonner. Alors, les études se poursuivent. Oui, les scientifiques disent toujours ça, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore complété les analyses des éléments français, des données françaises, mais si ces résultats sont confirmés, les poissons capturés dans la zone de Rame Head, c'est dans l'est de Cornouailles, proviennent du nord-est de l'Angleterre, ont parcouru plus de 1000 km pour se retrouver dans un filet capturé par GWCT. De même, les truites du Devon Cornouailles ont voyagé dans le sens contraire. Ils ont parcouru plus de 600 km.
En termes de gestion, ce que cela nous dit, c'est que toutes ces pêcheries, ce ne sont pas de vraies pêcheries, ce sont des pêcheries scientifiques, représentent dans une certaine mesure un stock mélangé, un stock croisé de différentes espèces. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. De différentes origines, pardon. Ce qu'on espère encore faire, parce qu'il nous manque une partie des données qui seront disponibles demain. Donc désolé, juste un tout petit peu trop tard. Il faut l'analyse jeudi. On peut en parler jeudi. Ce qu'on veut faire, donc, comme je vous ai dit au début, c'est identifier les paramètres du paysage marin qui influencent le mouvement des truites. Alors le principe, c'est celui-là. Cette carte est une carte théorique. Donc une fois qu'on aura identifié les routes de dispersion, enfin les intensités de dispersion entre les différentes rivières, on a en parallèle, sur ce milieu qui est assez bien connu, tout un ensemble de paramètres génétiques, paramètres environnementaux qui sont variables. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'identifier des paramètres dont la variabilité va être corrélée avec la variabilité de cette dispersion. Par exemple ici, un premier paramètre A totalement théorique, qui varie de la façon indiquée avec les couleurs et qui, pour le coup, ne semble pas du tout expliquer les différences d'intensité de dispersion entre les rivières. Par contre, ici, je vous montre un paramètre B où, effectivement, là où le paramètre est important, les dispersions semblent se faire, et là où il n'est pas important, les truites semblent moins circuler entre rivières. Donc nous avons, ce travail est en cours, nous avons identifié un grand nombre de paramètres environnementaux. On a quelques attendus, donc on a regardé le substrat marin, comme je vous ai présenté tout à l'heure, qui peut être lié aux opportunités trophiques. On a pensé des courants, la température, des paramètres anthropiques aussi, l'intensité des pêcheries, pas forcément les pêcheries ciblées, mais des pêcheries qui peuvent prendre les truites de façon accessoire, les pêcheries côtières, ou le trafic des cargos, etc. Et puis tout un tas de paramètres aussi bien hydrologiques, climatiques, voilà, chimiques, enfin tout ce qu'on a pu trouver, il y en a vraiment beaucoup, donc on a trié un petit peu. Mais on est parti dans une démarche aussi un peu exploratoire. Je vous montre un résultat qui est très préliminaire, donc c'est pas la peine d'essayer de lire ce qu'il y a ici, parce que ça va probablement peut-être changer, mais ce qu'il faut noter, c'est que ici, voilà, nous avons développé Mathieu Vanov, qui était en postdoc avec moi, a développé un modèle théorique permettant d'analyser plusieurs paramètres en même temps, un grand nombre de paramètres en même temps. Et ici, on a partitionné la variabilité génétique entre tous ces différents paramètres qu'on a mis dans notre modèle. Et ce qu'on voit, c'est que les premiers paramètres ici, qui sont des variables uniquement spatiales, expliquent déjà plus de la moitié de la structure génétique observée. Ces variables spatiales, c'est en particulier la distance, mais ça peut être d'autres variables spatiales, je vais y revenir. Et à l'inverse, toutes les variables environnementales pour l'instant qu'on a mis, il y a de nombreuses variables environnementales qui ont un impact, mais chaque variable a un impact individuel faible. On n'a pas mis en évidence pour l'instant de variables environnementales ayant un grand impact. Mais alors, il y a aussi les variables spatiales peuvent aussi cacher un peu des variables environnementales. Par exemple, on a mis en évidence une barrière au niveau du Cotentin, avec moins d'échanges de part et d'autre du Cotentin entre les rivières. Mais ça, on ne sait pas si c'est lié à des histoires de courant, si c'est lié à des histoires de substrat. En fait, il peut y avoir des choses cachées là-dedans. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et une fois qu'on aura, voilà, quand on y verra plus clair là-dedans, ce qu'on veut faire au final, dans le cadre du projet Ça marche, c'est d'intégrer toutes les données qu'on peut avoir sur les mouvements des truites en Manche. Donc introduire, combiner les données génétiques que je vous ai montrées, les dispersions, la distance parcourue depuis la rivière d'origine, et en espérant qu'on arrive à avoir des informations sur les routes de migration par les données des marques. Quand on aura ces informations-là, on peut aussi les intégrer à cette image pour avoir au final une idée peut-être d'une carte intégrative qui pourrait intégrer toutes ces informations, ce qui sera certainement très intéressant pour les gestionnaires et pour informer les autorités et les politiques de développement commercial et économique. Donc en conclusion, ce que la génétique nous a déjà appris sur la truite de mer dans le projet Ça marche, c'est qu'on a une structure génétique des populations, comme l'a montré Jamie, sur une base qui est géographique, avec les rivières proches qui se regroupent. Ce qu'on ne voit pas ici, mais ce qui est important de noter, c'est que
Les différences entre rivières au sein des groupes ne sont pas forcément toutes les mêmes. Par exemple, il y a beaucoup plus de différences à l'intérieur des rivières bretonnes, par exemple, qu'à l'intérieur des rivières normandes. Puis voilà, je vous parle de la barrière du Cotentin qu'on a encore pu observer. La dispersion se fait préférentiellement, et les déplacements se font préférentiellement à proximité, vers les rivières de proximité, mais on a pu observer des déplacements, un nombre assez significatif de déplacements à grande distance, plusieurs centaines de kilomètres, et donc qui implique que les pêcheries en mer se font sur des stocks génétiquement mélangés, ce qui a effectivement une grande importance pour la gestion de ces stocks, aussi bien en mer qu'en rivière d'ailleurs. Et pour l'instant, pas d'identification de paramètres environnementaux à effet global, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'effet local ou qu'on n'aura pas d'autres informations une fois qu'on aura l'ensemble des données. Donc ce travail est encore en cours et à confirmer. Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à ce projet, alors aussi bien à Rennes, à l'UMR qui s'appelle donc maintenant Décode, j'ai encore le vieux logo, à Exeter en particulier, comme l'a dit Jamie, Andy King, qui a réalisé qui a produit l'ensemble des données dont vous présentons les résultats ici. Tous les gens qui ont participé à l'échantillonnage, parce que ça a été un gros boulot qui s'est fait sur 3 ans. Donc Bretagne Grand Migrateur, Normandie Grand Migrateur, Seine-Normig, l'OFB, les 3E, toutes les fédérations de pêche qui nous ont accompagnés avec beaucoup d'enthousiasme et c'était très agréable, l'Environmental Agency en Angleterre. Tous les pêcheurs qui font leur déclaration de capture de truites de mer, qui nous permettent d'avoir des informations vraiment, vraiment importantes. Donc si vous le faites, continuez, si vous ne le faites pas... Voilà, n'hésitez pas, parce que sur une écaille, on a énormément d'informations sur une écaille et ça peut vraiment aider les projets futurs de gestion de ces populations. Et je crois que c'est tout. Voilà, si vous avez des idées pour récupérer des truites en mer, aussi on est très intéressés. Et merci à vous pour votre attention.